Merci Sibel Khadir pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui ici au sein de ma fac et auprès de mes collègues. Donc je vais vous parler, j'ai la lourde tâche en fait de parler de l'enfant pauvre du diabète, qui est l'artérite des membres inférieurs. Et vous allez voir que la dernière diapositive va bien souligner le paradoxe de cet enfant pauvre, parce que c'est peut-être l'enfant pauvre, mais c'est un mode d'entrée extrêmement grave de la maladie et malheureusement un mode d'entrée qui est souvent très tardif. La présentation va comporter trois parts plus ou moins équilibrées. La première qui est une part où on va parler de l'artérite des membres inférieurs de manière générale, parce qu'on ne connaît pas très bien la problématique qu'il y a autour de cette artérite des membres inférieurs de manière générale, chez le diabétique en particulier, et sa prise en charge qui comporte certaines spécificités. Alors pour l'artérite des membres inférieurs de manière générale, qu'on appelait à l'époque artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc maintenant, ça a changé de terminologie. On parle d'artérite des membres inférieurs et non pas forcément oblitérante des membres inférieurs. Autant on connaît bien la problématique locale, parce que la première des choses qui vient dans la tête de l'étudiant ou du médecin qui prend en charge cette pathologie, c'est artérite des membres inférieurs égale amputation, égale pronostic local. Et comme on va voir de manière qui est une donnée qui est très bien connue maintenant, c'est artérite des membres inférieurs. Quand on va les suivre pendant quelque chose comme 5 ans, eh ben c'est vrai qu'on va arriver à soit des interventions chirurgicales vasculaires majeures chez 5% d'entre eux, des amputations majeures chez 2% d'entre eux, on va dire uniquement. Alors que de l'autre côté, la chose qui est beaucoup moins bien connue, c'est que ce que vous voyez en rouge, 30% de ces patients vont décéder, et non pas de leurs jambes, mais des autres affections cardiovasculaires. Et donc, vous voyez que les événements cardiovasculaires non fataux, c'est 5 à 10%, et décès essentiellement par cause cardiaque ou cérébrovasculaire, c'est 30%. Donc, le pronostic, on va dire, des jambes se situe ailleurs dans la mortalité cardiovasculaire. Alors, la problématique de l'artérite des membres inférieurs, c'est que ce n'est pas très bien connu. On va voir pourquoi, ensemble, ce n'est pas très bien connu, parce que souvent, la clinique est un petit peu pauvre. Alors même que cette pathologie est extrêmement fréquente, vous voyez que, paradoxalement, dans cette pathologie qui est extrêmement grave, c'est un sujet sur 5 au-delà de 60 ans, un sujet sur 3 au-delà de 70 ans. Un tiers de la population va être artéritique au-delà de 70 ans. Et on n'est pas en reste, puisque quand on va regarder dans un certain nombre de registres les patients qui vont rentrer par l'artérite plutôt que par autre chose, eh bien vous voyez dans ce très beau registre qui est un registre cardiovasculaire mondial de presque 100 000 sujets, quand on va suivre ces 100 000 sujets par des décès cardiovasculaires chez les patients qui ont une artérite ou qui n'ont pas d'artérite, eh bien vous voyez que les courbes dès le 6e mois vont se séparer pour une mortalité exagérée, significativement exagérée, quand on a une artérite des membres inférieurs par rapport aux autres localisation, on va dire, athérosclérose. Et ça, c'était 1 an. Quand on va regarder à 3 ans, toujours pour ce même registre REACH, vous voyez que le petit carré qui est encadré, les décès cardiovasculaires, eh ben, ils sont 1,5 fois plus importants quand on a PAD, donc artérite des membres inférieurs. Donc c'est une pathologie grave, c'est une pathologie qui pose des problèmes parce qu'elle est fréquente, mais parce qu'on a beaucoup de mal à la diagnostiquer. On a beaucoup de mal à la diagnostiquer, l'artérite est souvent asymptomatique. La classique claudication intermittente qu'on enseigne à tous nos étudiants, eh ben, elle n'est typique que chez 10% des sujets. 10% des sujets. Sinon, ben, il y a beaucoup de variantes, et l'une des principales variantes qu'on connaît de plus en plus maintenant, c'est que quand ils ont mal, ils marchent moins et ils claudiquent moins. Donc la claudication n'est pas quelque chose de très valable, et globalement, un claudicant sur 5 va consulter, un claudicant sur 5 ne consulte pas, et finalement 3 sur 5 sont asymptomatiques. Et la palpation des pouls, là aussi classiquement rapportée, elle n'est ni spécifique ni sensible pour dépister cette artérite des membres inférieurs, puisque les pouls globalement peuvent être absents chez 10 à 15% de la population, de manière, on va dire, anatomique et normale. Alors, il fallait développer un outil de dépistage. Lequel outil de dépistage a été développé? Parce que la clinique est limitée, parce que c'est très important de diagnostiquer cette artérite des membres inférieurs, c'est l'index de pression systolique. L'index de pression systolique, c'est
un index où on va faire le rapport entre la pression systolique de la cheville sur la pression systolique au bras, qui a une très bonne sensibilité et spécificité pour le diagnostic. Et vous voyez qu'il est beaucoup plus sensible que uniquement la claudication, puisqu'on multiplie à peu près par 2 le chiffre de malades qu'on va dépister quand on utilise cet index de pression systolique. Et il fallait également le corréler avec tous les éléments de mortalité dont on a parlé tout à l'heure. Et vous voyez, quand l'IPS est bas, le malade est polyvasculaire, souvent coronarien. Plus l'IPS baisse, plus le risque relatif de faire un événement cardiovasculaire augmente. Et enfin, cette courbe de mortalité, plus on va aller vers la gauche de la courbe et l'IPS va baisser, plus la mortalité va grimper. Donc c'est un très bon outil de dépistage puisqu'il a été à corréler avec tous les éléments dont on a besoin pour dire que c'est fréquent, c'est grave et c'est corrélé à beaucoup de choses. Alors au cours du diabète, on est sur une double peine. Triple peine, vous verrez tout à l'heure. C'est fréquent. C'est encore plus fréquent. Vous voyez que 20-30% des artérites qu'on va trouver, elles sont diagnostiquées chez les diabétiques. Et d'un autre côté, quand on va prendre la population diabétique, un diabétique sur 3, un diabétique sur 4 va avoir une artérite des membres inférieurs définie par un IPS bas. L'autre élément qui est particulier à cette artérite diabétique, c'est que les femmes payent un lourd tribut à cette artérite, parce que vous voyez que artérite des membres inférieurs, de manière générale, le ratio, c'est 10 hommes pour une femme. Au cours du diabète, le ratio est beaucoup plus bas et on va dire va plutôt vers la femme puisque le ratio est de 1 sur 2, autant de femmes que d'hommes. Et vous voyez que le risque chez la femme est plutôt multiplié par 8,5 alors que le risque global est autour de 3. L'artérite des membres inférieurs précoce, plus précoce de 10 ans, alors que d'habitude, vous voyez tout à l'heure on disait c'est 60-70 ans. Là on est plutôt sur des populations qui sont plus jeunes. Et puis 50% des lésions du pied vont être associées. Je ne vais pas empiéter sur la présentation dont on va parler tout à l'heure sur le pied diabétique, mais vous allez voir qu'un certain nombre d'éléments d'entrée dans le pied diabétique, c'est l'artérite des membres inférieurs qui est souvent associée à la neuropathie. Donc 50% des lésions du pied sont associées à cette artérite avec ou sans neuropathie, et l'artériopathie est plus grave puisqu'on ampute 15 fois plus chez le diabétique, 50% des amputations sont réalisées chez le diabétique, 85% sont dus à des plaies du pied et à peu près 1 million de diabétiques vont être amputés par an en rapport avec cette artérite des membres inférieurs. Mais ce n'est pas qu'une maladie des jambes, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une maladie cardiovasculaire générale. Un malade sur 2 qui a une artérite des membres inférieurs a une ischémie coronaire et donc va mourir de son cœur plutôt que de ses jambes. Il y a 2 fois plus d'insuffisance rénale également. Quel est le mécanisme de cette artérite des membres chez le sujet diabétique? C'est d'abord la microangiopathie, elle est directement liée à l'équilibre glycémique. L'athérosclérose, oui, on la retrouve, elle n'est pas spécifique du diabète. Par contre, il y a cette artériosclérose qui est un petit peu plus spécifique du diabétique, où on a souvent une médiacalcose et souvent associée aux autres facteurs de risque cardiovasculaire. La clinique chez le diabétique est encore plus défectueuse, puisque le diagnostic est encore plus difficile, les malades sont encore plus asymptomatiques que dans le standard qu'on a vu tout à l'heure. D'abord parce que la maladie est asymptomatique, et puis parce qu'un malade sur 2 a la neuropathie, et donc la sensation de la douleur est encore moins bonne chez ces patients que chez les artéritiques non diabétiques. Donc la claudication, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un diabétique claudique pour pouvoir poser le diagnostic d'une artérite. Et dans 70% des cas, on a un trouble, 70-80% des cas, un trouble trophique associé. Et souvent, le diagnostic va être fait déjà à l'inspection, où on va avoir des troubles de pigmentation, des troubles trophiques, voire d'emblée des malades qui arrivent avec des tableaux de nécrose et de gangrène distale. Qu'est-ce que toujours a de spécifique cette artérite diabétique par rapport aux autres artérites non diabétiques? C'est la localisation. Et quand on a bien compris ces localisations, on a un petit peu mieux appréhendé la prise en charge de ces patients, notamment sur le plan instrumental, on le verra tout à l'heure. L'atteinte est souvent symétrique, et alors que la fémorale superficielle est plus touchée chez les artéritiques standards, chez le diabétique, ça va être plutôt la fémorale profonde et les axes jambiers qui vont être touchés que les autres. Et l'autre spécificité, c'est que les artères du pied sont présentes. On voit ici une belle pédieuse, alors qu'au niveau des jambes, on n'a rien du tout. Et ce qui
pose souvent là aussi un problème, et classiquement on dit que les diabétiques, les artérites diabétiques ont des poux conservés. Et donc ça, cette donnée-là a permis de bien connaître cette pathologie et de la prendre en charge sur le plan instrumental, on le verra tout à l'heure assez rapidement. L'autre spécificité, on l'a vu tout à l'heure, c'est cette artériosclérose. Souvent, on a une médiacalcose associée. On voit ici les classifications des petits vaisseaux et des gros vaisseaux au niveau fémoraux. Et cette médiacalcose pose un petit problème. Pose un petit problème parce qu'on a vu tout à l'heure que l'IPS permettait de dépister en général les patients artéritiques. Au cours du diabète, la médiacalcose qui est présente dans 15 à 20% des cas, vous voyez ici, entraîne des IPS faussement normaux ou surtout des IPS augmentés. Et ces IPS augmentés doivent avoir la même implication pronostique que des IPS bas. Vous voyez ici une courbe d'IPS, d'accord, avec la mortalité. Eh bien, vous voyez que IPS augmenté ou IPS bas, en termes de mortalité, eh bien, on est mauvais. Ce qui veut dire que la médiacalcose qu'on va rencontrer chez ces diabétiques, mais qu'on rencontre également chez les insuffisants rénaux, est un argument de mauvais pronostic et qui va dire que les patients sont artéritiques et pas uniquement que l'IPS est normal. Alors on le voit dans les études anciennes, mais dans les études tout à fait récentes aussi, où on a une quasi, les courbes IPS bas ou IPS augmentés sont quasi linéaires et collées les unes aux autres en termes d'incidence d'événements cardiovasculaires. Est-ce qu'on a moyen de détourner l'IPS? Non, on n'a pas moyen de détourner l'IPS. Il y a quelques petites méthodes qui sont utilisées. C'est l'IPS de l'orteil, on va dire. Au lieu de prendre la pression au niveau de la cheville, on la prend au niveau du gros orteil. D'accord. Mais dans ces cadres-là, les seuils pathologiques sont discutés entre les différentes sociétés savantes et entre les 10 inventeurs de cet IPS de l'orteil, où on a des seuils qui ne sont pas très corrélés les uns avec les autres. C'est une technique qui n'est pas encore totalement validée et qui n'est pas où la méthode de référence qui utilise un laser Doppler est plus chère et difficile d'accès dans tous les sens. En termes de dépistage, ayant vu tout cela ensemble, les recommandations de 2016 vont dire qu'on peut faire un dépistage initial de cette artériopathie oblitérante des membres inférieurs chez les patients qui sont symptomatiques. On doit le faire par IPS, on peut le faire par IPS, c'est validé. Ça, ce sont chez les patients symptomatiques. Okay. Chez les patients qui sont asymptomatiques, l'IPS peut être réalisé pour le dépistage de l'artérite des membres inférieurs chez les diabétiques à partir de l'âge de 50 ans ou moins de 50 ans, quand ils ont d'autres facteurs de risque associés ou quand leur diabète est évolué. Donc ça, c'est pour, on va dire, le dépistage et le diagnostic de cette artérite et la gravité de cette maladie. En termes de prise en charge, la première des choses qu'on va se mettre dans la tête, c'est que cette artérite des membres inférieurs, ok, c'est les jambes, mais on a vu que c'était corrélé surtout avec la mortalité cardiovasculaire. Donc la prise en charge de cette artérite est en premier une prise en charge d'une maladie cardiovasculaire sévère. Avant, on va dire, de s'occuper des jambes, on va s'occuper aussi du cœur et du cerveau. Donc en parallèle, il faut obligatoirement que ces malades rentrent dans la prise en charge dans le cadre de malades à haut risque cardiovasculaire. Et donc systématiquement, statine, c'est non discutable. Et moi, je suis plutôt pour l'utilisation des IEC, des ARAT2 chez ces patients, d'autant que certaines études ont montré que ça améliorait la dysfonction endothéliale chez ces patients et qu'on augmentait un petit peu le périmètre de marche chez ces patients, mais pas la mortalité cardiovasculaire, alors que les statines améliorent la mortalité cardiovasculaire. Dans les recommandations, vous avez ici les différents éléments. Un élément très important, c'est que les bêta-bloquants qui sont dans la tête des gens contre-indiqués dans les artérites des membres inférieurs, eh bien, si le malade en a besoin pour le cœur, il faut les lui donner, sauf quand il y a une ischémie critique. C'est la seule contre-indication des bêta-bloquants chez ces patients. Et un petit encadré là, qui est les antiplaquettaires sur lesquels on va revenir, et l'hémoglobine glyquée sur laquelle on va essayer d'avoir un objectif un petit peu serré chez ces patients. Alors les enquêtes IKPDS nous ont bien montré que plus on augmente l'HbA1c, plus le risque d'artérite des membres inférieurs augmente, et que quand on arrive à avoir un équilibre glycémique assez serré, on améliore le risque cardiovasculaire global, mais on améliore aussi le risque d'amputation. Mais c'est discutable. Un petit peu plus discutable, on va dire, que les statines. Par rapport aux antiagrégants plaquettaires, c'est un outil qui est majeur dans l'artérite des membres inférieurs. Alors, il y a les anciennes études, des antithrombotiques trialistes, où on a fait des méta-analyses,
où on va dire que l'utilisation de l'aspirine améliore, d'accord, le cardiovasculaire global, améliore le PAD et améliore chez les sujets diabétiques. Mais beaucoup d'études sont venues par la suite pour dire attention, c'est pas très bon. Quand on cible les études artérite des membres inférieurs, événements cardiovasculaires, aspirine, eh ben, ça croise le 1, on n'est pas significatif. Donc a priori, l'aspirine ne serait pas le bon anti-agrégant plaquettaire chez les diabétiques sur le plan anti-agrégation et encore plus chez les artéritiques des membres inférieurs. Cette étude va faire date puisque c'est une étude qui est bien faite, qui est multicentrique, randomisée en double aveugle, qui va mettre aspirine versus placebo, c'est-à-dire qu'on s'est permis de faire un groupe placebo chez des artéritiques diabétiques. Eh bien, on s'est permis, on a peut-être un petit peu eu raison, puisque les courbes aspirine versus non-aspirine, tant en termes d'événements composites qu'événements cardiovasculaires, ça ne change pas grand-chose. Donc l'aspirine ne protège pas, on va dire, en termes d'évolutivité de la maladie cardiovasculaire. Il y a cette étude qu'on peut discuter, qui est l'étude Capri, où on a regardé clopidogrel versus aspirine. L'étude était globalement positive, limite positive, où on a une réduction du risque global cardiovasculaire. Mais ce qui était intéressant dans cette étude, avec toutes les limites qu'on peut mettre à une étude de sous-groupe, c'est quand on regarde le sous-groupe des jambes, eh ben c'est ces jambes-là qui tirent le maximum de bénéfices à utiliser plutôt clopidogrel que aspirine quand on veut anti-agréger des patients, quand on veut anti-agréger ces patients. Alors c'est à artériopathie tout venant, et pas que diabétique. Il y avait à peu près 40% de diabétiques dans cette étude. Et donc les recommandations, qu'elles soient des diabétos ou des cardios, va dire qu'on peut utiliser, malgré les éléments qui disent que l'aspirine ne marche pas très bien, on peut utiliser aspirine ou clopidogrel. Il ne faut pas utiliser l'association hors procédés chirurgicaux, et ça se fait essentiellement chez les sujets à haut risque cardiovasculaire. Le problème, c'est qu'avec tous ces médicaments qui ne marchent pas trop mal chez les diabétiques, leur utilisation est souvent incomplète, et vous avez les différents registres, anciens, le REACH dont on a parlé tout à l'heure, et de nouveaux registres, où vous avez ici les patients qui ont une artérite des membres inférieurs. Et bon, ça, c'est l'utilisation des médicaments chez ces patients. Vous voyez que c'est chez les artéritiques que l'adhésion ou l'utilisation, la prescription de ces médicaments est la moins bonne. Vous l'avez ici également, PAD en lit. On a tendance à dire qu'un artéritique, pour qu'il soit bien traité, il a intérêt à avoir une coronaropathie ischémique parlante. Donc, c'est un paradoxe parce que c'est grave, c'est fréquent, mais c'est très mal pris en charge. The cornerstone, la pierre angulaire de la prise en charge des artérites des membres inférieurs, c'est la marche. Je l'ai laissé à la fin, c'est la réadaptation et la rééducation de ces patients. Quand on les fait marcher correctement, et les Français ont l'habitude de dire, eh ben, il faut demander à un artéritique d'acheter un chien pour pouvoir le faire marcher un maximum et pouvoir gagner dans son périmètre de marche. La marche et la rééducation permettent non seulement d'améliorer le périmètre de marche, mais vous voyez 24% de manière significative la mortalité cardiovasculaire. Donc c'est vraiment une pierre angulaire dans la prise en charge de ces malades, c'est de les faire marcher. Et de les faire marcher de manière, on va dire, supervisée, plutôt que de leur dire uniquement, eh ben, marchez. D'accord ? Quand c'est pris en charge par des professionnels, on y arrive beaucoup plus. Et vous voyez qu'est-ce qu'on gagne en périmètre de marche quand on les fait marcher correctement. Dernier message, c'est que on a souvent tendance à dire il a gangréné un orteil, on va l'amputer. D'accord ? Et on l'envoie, pas forcément chez les bonnes personnes, mais chez des chirurgiens généralistes qui vont faire que amputer le patient. Le message, c'est jamais de geste, même une amputation, même mineure, sans explorer les vaisseaux. Parce que si on ampute et que derrière l'histoire persiste, eh ben on va saucissonner le malade jusqu'à le plus haut possible. Alors qu'on peut amputer le malade quand il en a besoin, mais on va revasculariser pour permettre une cicatrisation assez rapide. Et le taux de revascularisation, le réussite de revascularisation est très bon. Vous voyez ici la chirurgie, résultat des pontages à 5 ans, c'est des résultats qui sont tout à fait intéressants, d'accord, et qui permettent non seulement de mieux faire marcher les malades, d'améliorer le cardiovasculaire, mais également de faire cicatriser des lésions torpides au niveau des pieds. Et l'un des messages aussi qu'on fait passer par rapport à cette artérite des membres inférieurs de la même manière que les néphrologues, c'est faire attention chez le diabétique en termes de capital veineux. Parce que chez eux, on n'utilise pas de prothèse, on utilise des veines des gens. Et quand on a bien compris qu'on pouvait
en général se ponter sur les artères pédieuses, eh ben, on a compris aussi qu'on pouvait dilater ces patients. Et les résultats d'angioplastie sont là aussi très bons. Et souvent, on arrive à faire des sauvetages de membres chez des malades qu'on n'arrive pas à opérer, et on les opère dans un deuxième temps, et on arrive avec ces process-là à sauver assez souvent des membres qui étaient considérés comme perdus assez régulièrement. Donc la non-revascularisation d'une artérite est un facteur prédictif indépendant d'amputation, on est d'accord, mais surtout un facteur prédictif de mortalité, ça c'est bien connu maintenant. Donc en conclusion, j'ai introduit le sujet en parlant de paradoxe, et j'espère que vous êtes convaincus que c'est un vrai paradoxe, cette histoire d'artérite des membres inférieurs. C'est une maladie fréquente, c'est une maladie grave, surtout chez les diabétiques. Vous voyez que la prévalence est extrêmement importante et qu'elle est accompagnée d'une mortalité cardiovasculaire qui n'est absolument pas acceptable, sous-diagnostiquée, autant par sa clinique que par son non-enseignement. Et vous avez vu combien cette maladie n'était pas correctement traitée, qu'on avait beaucoup de choses à faire pour améliorer le pronostic de ces patients. Je vous remercie.